Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo en cette période de confinement pour aujourd'hui se préparer au brevet en faisant un brevet d'Amérique du Nord 2018, hein, assez récent justement. Donc je compte sur vous bien entendu pour mettre pause au cours de cette vidéo si vous voulez effectuer ce brevet en même temps que moi. Justement, je vais essayer d'être le plus pédagogue et de donner le plus d'explications possible pour ne pas juste faire une correction d'un brevet, ce qui n'aurait pas trop d'intérêt, hein. L'intérêt, c'est bien d'expliquer chacune des étapes, chacun des exercices. Vous pouvez trouver ce brevet n'importe où, hein, sur Internet, hein, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré et vous le trouverez très facilement. Allons-y donc pour ce brevet d'Amérique du Nord. Donc, un premier conseil quand vous découvrirez votre sujet sera de balayer celui-ci pour regarder, pour essayer d'assimiler chaque exercice à un chapitre particulier. Par exemple, observons le premier, on voit un tableur. D'accord. Un tableur, donc on peut se dire il y aura sûrement une formule de tableur qui va nous être demandée là-dedans. Hein. Si vous êtes assez familier avec ce type d'exercice, voilà, foncez dessus, parce que bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire les exercices dans l'ordre. Hein. L'idéal est de commencer par ce qu'on préfère. Premier exercice, on a le qualifié tableur. Allez, deuxième exercice. Deuxième exercice, on voit une figure. Ici, hein, suivez la souris. On voit une figure avec des droites parallèles. Théorème de Thalès. Voilà. Il n'y a pas d'angle. Donc, a priori, pas de cosinus, sinus, tangente. Je dis a priori parce que ça peut être une des questions. Trouver l'un des angles de cette figure. On a l'impression d'avoir des angles droits. Ici, en G ou en E. Peut-être théorème de Pythagore aussi. Ouais, voilà, du grand classique. Exercice 3. Exercice 3. Tirage de boules dans des urnes. Des probabilités. Voilà, combien on a de chances de tirer une boule plutôt qu'une autre, d'obtenir un nombre. Voilà. Exercice 4. On le reconnaît immédiatement, du scratch. Hein, la nouveauté depuis un certain nombre d'années, hein, qui revient très régulièrement. Donc, avec fait 2 pages, hein, quand même sur Scratch. C'est normal vu la longueur des programmes. Il ne faut pas avoir peur de la longueur des énoncés. Voilà, vous avez besoin d'avoir des dessins, des programmes d'assez bonne qualité, donc forcément ça prend de la place sur les feuilles. Exercice 5, 2 motifs. Alors si on a un doute, hein, on lit une ou deux questions. Non, préciser une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2. Donc là c'est clair, les transformations, translation, rotation, homothétie, symétrie centrale, symétrie axiale. Bref. Exercice 6. Euh, je pense à un sujet ouvert, à un problème. Ah, on voit un angle dans la question. Un angle, ça sent cosinus, sinus, tangente. Oui, problème ouvert, avec plusieurs informations. Souvent, on vous balance plusieurs informations. L'indication, on rappelle que toute trace de recherche, même incomplète, pourra être prise en compte dans l'évaluation. Donc c'est bien qu'il y aura de la prise d'initiative dans cet exercice, il va falloir un peu chercher. Surtout, ne pas laisser l'exercice blanc essayer quelque chose, essayer de le chercher. Voilà. Septième exercice, voilà, développer, réduire une expression du calcul littéral. On voit ici des fonctions avec de graphiques. Et enfin, pour le dernier, de la vitesse. Vitesse de téléchargement. Voilà, il n'y a pas d'exercice neuf. Je ne ferai pas tout le sujet ce soir, bien entendu. Hein, je vais en faire une partie, j'espère la moitié, peut-être 3-4 exercices. On verra en fonction de ma forme, bien entendu. J'essaierai de vous faire une autre vidéo pour cette deuxième partie. Reprenons avec l'exercice 1. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à couper la vidéo si vous avez envie de le faire avant moi. Donc le tableau ci-dessous a été réalisé à l'aide d'un tableur. Il indique le nombre d'abonnements Internet à haut débit et à très haut débit entre 2014 et 2016 sur réseau fixe en France. On a les sources. Donc nombre d'abonnements Internet à haut débit en millions, nombre d'abonnements Internet à très haut débit en millions. Donc, petite différence entre les deux lignes. Combien d'abonnements Internet à très haut débit en millions a été comptabilisé pour l'année 2016? Pas de besoin de faire de calcul. Hein, on va lire la ligne de l'Internet à très haut débit, donc qui est cette ligne 3, ici, et on va prendre la colonne D, celle de l'année 2016. Donc, les 3,
5,446 millions, justement. Hop, on y va. Exercice 1. Petit 1. Donc, nous avons comptabilisé. Donc, soit vous écrivez 5,446 millions, vous pouvez très bien écrire 5 446 000 abonnements, pardon. Internet à très haut débit en 2016. Ah, dans la question, c'est demandé en millions. En millions. Donc, on va laisser le 5,446 millions. Hein, c'est demandé dans l'énoncé, ils n'ont pas juste demandé combien. Voilà pour cette première question, de la lecture de tableur. Deuxième question, vérifiez qu'en 2016, il y avait 817 000 abonnements Internet à haut débit et à très haut débit de plus qu'en 2015. Donc, il va falloir réunir les deux lignes de haut débit et très haut débit. Donc, on va réunir ces deux lignes-là pour l'année 2015 et pour l'année 2016. Alors, pour l'année 2016, nous allons donc faire 22,238. Ah, je vais essayer de mettre une virgule. Plus 5,446. Hop. Calculatrice. 22,238 plus 5,446. On arrive à 27,484 millions. Pardon, 684 millions. Je vais l'écrire en nombre entier, étant donné que dans la question, on demande de faire apparaître 817 000. Donc, il faut arrêter avec les millions. Ensuite, pour l'année 2015, donc l'année 2015, j'additionne les deux lignes haut débit et très haut débit pour l'année 2015, donc 22,63 millions plus 4,237 millions. Hop. Encore une fois, petit coup de calculatrice, voilà, parce qu'il se fait tard, et on va pas perdre de temps avec le calcul mental, on n'est pas là pour ça. Donc 26 867 000 abonnements en 2015. Voilà. Et donc pour montrer qu'il y en avait 817 000 de plus, il suffit de faire l'un moins l'autre, l'année 2016 moins l'année 2015. Pardon, au lieu de réduit, j'ai supprimé la calculatrice. Donc 27 684 000 moins 26 867 000. Et on retrouve 817 000 abonnements en plus, comme prévu dans la question. Donc, on écrit toujours le calcul qu'on a effectué à la calculatrice. Et une petite phrase réponse pour compléter. Nous avons bien 817 000 abonnements Internet à haut débit et très haut débit de plus en 2016 qu'en 2015. Voilà, vous reprenez la question hein, et ça vous permet de formuler votre phrase réponse. Question 3. Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B4 avant de la recopier vers la droite jusqu'à la cellule D4? Donc B4 est ici, hein, colonne B, ligne 4. C'est la ligne du total en millions. Pour avoir le total en millions de l'année 2014 de cette colonne, il a fallu faire donc cette case-ci plus cette case-là. On rappelle que pour les formules de tableur, nous n'inscrirons pas
les numéros. Nous inscrirons les emplacements des cases. Comme ça, si jamais on change les chiffres, le tableur calcule de lui-même. De plus, pour une formule de tableur, on commence toujours par égal, pour que le tableur comprenne qu'on souhaite faire un calcul. Donc égal cette case plus celle-ci. Donc au lieu de faire du somme, on peut directement écrire B2 plus B3. Voilà. Question 4. En 2015, seulement 5,6% des abonnements Internet à très haut débit utilisaient la fibre optique. Quel nombre d'abonnements Internet à très haut débit cela représentait-il? Donc, il faut aller chercher quels étaient donc les abonnements Internet à très haut débit en 2015. 2015, abonnement Internet à très haut débit, troisième ligne, donc 4,237 millions. On va le mettre en entier, le chiffre. Donc pour la fibre, ça correspond, la fibre, on nous a dit à 5,6%. Où est mon symbole de pourcentage? Forcément, c'est quand on le recherche qu'on ne le retrouve plus. Voilà, 5,6% de combien? De 4 237 000. Alors, comment calculer le pourcentage d'un nombre? Tout simplement, il suffit de multiplier le 5,6% faire fois 4 237 000. Donc 5,6%, on rappelle qu'il s'agit d'une fraction, un pourcentage, c'est 5,6 sur 100. Je vais insérer une petite formule pour qu'on puisse l'écrire avec ma fraction. Voilà, je vais la mettre sous forme de fraction. 5,6 sur 100 fois, donc à la place du petit 2, 4 237 000. Hop. On recommence avec notre petit coup de calculatrice. 5,6, donc divisé par 100, fois 4 237 000. Voilà, et on obtient donc 237 272 personnes fibrées. Justement. Parfait. Voilà, c'est tout pour ce premier exercice. Une petite phrase réponse. Donc, il représentait 237 272 abonnements. Bon, il me l'a inclus dans ma formule, c'est pas grave. C'est ça qui va changer la donne. Voilà pour ce premier exercice. Très bien. Exercice 2. Donc la figure, elle n'est pas en vraie grandeur. Bien sûr, c'est pour éviter que vous recopiez la formule, que vous méposiez l'équerre pour vérifier s'il y a un angle droit ou quoi. Je ne sais même pas si les angles sont corrects. Donc le triangle ADE a pour dimension, donc AD fait 7, AE fait 4,2, KDE 5,6. Voilà, l'idée principale déjà quand vous avez une figure, vous écrivez toutes les longueurs sur l'énoncé. Je vais me faire un petit imprimé écran pour rajouter ces longueurs. Hop. Voilà. Donc on a dit AD faisait 7 cm. Oh là, beaucoup trop gros. Voilà. À une époque, j'ai peut-être voulu écrire en 48, police 48, mais ce soir, ça ne va pas le faire. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Donc AD 7 cm. AE, ici, 4,2 cm. DE, 5,6 cm. Ensuite, F est le point de AD tel que AF égale 2,5. Hop, pour AF, 2,5 cm. Ici. Voilà. B est le point de AD et C est le point de A2 tel que AB égale AC égale 9 cm. Donc, pour AB, AC, j'ai 9 cm dans les deux cas.
fait pas mal de longueur tout ça. On va pouvoir faire du calcul après par la suite, hein. Ça sent le calcul. Ok. Je vais recopier ma figure. Hop, copier. Je vais essayer de la coller. Voilà, sur ma page. Voilà, un peu grande. Un peu grande. On va la déplacer. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc important, hein, n'hésitez pas à écrire sur l'énoncé. Cela ne sera bien entendu pas comptabilisé, étant donné que vous ne rendez pas l'énoncé, vous rendez les copies qui sont annexes, hein. S'il y a une feuille annexe ou deux, des fois à la fin du sujet, vous agrafez ces pages à votre copie. Mais en tout cas, l'énoncé en lui-même, voilà, ce sera pour vous aider. Donc vous pouvez colorier, écrire dessus, comme je vous l'ai dit. Heureusement, ce ne sera pas pris en compte dans la correction parce que vous ne rendez pas le sujet. Réaliser une figure en vraie grandeur. Bon, avec toutes les longueurs qu'on a, si vous êtes perdu, commencez par faire le triangle ADE. Hein, on a AD, on a DE, on a AE. Voilà, vous tracez un triangle. Après, vous pouvez placer le point G, placer le point F. On a chacune de nos longueurs. Ah non, pas pour le point G. Non, on n'a pas la longueur de AG, on a la longueur de AC, de AB, de AF, mais on n'a pas AG. Alors pour tracer, pour placer le point G, il faut remarquer ici qu'on nous dit que la droite FG est parallèle à la droite DE. Donc une fois que vous avez tracé DE, hop, vous tracez une parallèle avec l'équerre et la règle. Je rappelle, pour faire glisser l'équerre le long de la règle. Deuxième question, c'est là que je vais pouvoir vous détailler un peu plus. Hein, comme à tracer, je pense que, j'espère en tout cas que vous êtes capable de le faire. Prouvez que ADE est un triangle rectangle en E. Voilà, donc là, théorème de Pythagore pour montrer que c'est un triangle rectangle. Remarque dans la question, on vous demande de le prouver que ADE c'est un triangle rectangle. On ne demande pas est-ce que c'en est un. Donc, étant donné qu'on vous demande de le prouver, c'est sûr, ça le sera. Alors, comment faire? Je vous rappelle, alors là, ce que je vais mettre en rouge n'est pas à écrire sur la copie, hein, c'est pas à montrer avant, c'est vraiment juste pour l'explication. Donc, pour montrer qu'on a un triangle rectangle, il faut prouver l'égalité de Pythagore. L'égalité de Pythagore, je rappelle, on met le plus long côté, l'hypoténuse, tout seul dans l'égalité. Donc ici, il s'agirait de AD qui fait 7 cm. Comme je rappelle, on a AD de 7, AE de 4,2 et DE de 5,6. Donc, je mettrai AD au carré tout seul dans mon égalité. Hop, je vais mettre cette ligne-là en rouge. Voilà. Ça, c'est à écrire au brouillon. Égale donc la somme des deux autres côtés, chacun au carré, plus DE au carré. Voilà, ça c'est ce qu'il faut prouver. Il faut prouver qu'on a cette égalité, parce que si on a cette égalité, c'est gagner le triangle et le rectangle. Si on n'a pas l'égalité, le triangle n'est pas rectangle. Mais selon la question, on l'aura. Donc ce n'est pas à écrire avant, parce que si vous l'affirmez tout de suite, de 1, vous ne l'avez pas prouvé, on n'a fait aucun calcul. De 2, la question est finie. Si vous écrivez qu'on a l'égalité, bon, bah voilà, c'est plié, le triangle et le rectangle, et basta. Voilà. Donc pour ça, il va falloir montrer par le calcul, en calculant AD au carré. Vous avez toutes les longueurs, donc pas de problème, vous calculez AD au carré. AD au carré égale 7 au carré. 7 au carré, on rappelle un carré, c'est le nombre fois lui-même. 7 fois 7, 7 fois 7, 49. Et ensuite, en dessous, séparément, tiens, je vais séparer en une ligne pour montrer que je calcule séparément, je vais calculer AE au carré plus DE au carré. Je remplace par les valeurs, donc je regarde dans l'énoncé, 4,2 au carré plus 5,6 au carré. Encore une fois, je ne m'embête pas, hop, je reprends ma calculatrice, quoique j'aurais pu cliquer sur le carré, ça serait aller plus vite. 4,2 au carré, 17,64 plus 5,6 au carré, 31,36. Et comme on s'en doute, 31,36 plus 17,64, on arrive à 49. Voilà, donc là, maintenant qu'on a montré par le calcul que AD au carré donnait la même chose que AE au carré plus DE au carré, on l'écrit. Maintenant qu'on a trouvé AD au carré égale AE
au carré plus DE au carré. Voilà. Ensuite, qui c'est qui dit qu'avec cette égalité, on a un triangle rectangle? C'est M. Pythagore. Donc, on rappelle, selon la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ADE est un triangle rectangle. Soyez rigoureux, soyez précis. Si on a un triangle rectangle en quel point? Eh ben, on a un triangle rectangle en E. Alors, pourquoi en E? Vous me direz comment on le trouve? Ben, simplement, le plus long côté, c'était AD. Le plus long côté, c'est l'hypoténuse. Et l'angle droit est l'angle opposé à ce plus grand côté. Donc, si le plus grand côté, c'est AD, l'angle droit se situe au point E. Voilà. On a bien prouvé que ADE était un triangle rectangle en E. Voilà pour cette deuxième question. Je vous rappelle, voilà, cette égalité Pythagore, au début, c'était vraiment à mettre au brouillon pour voir quel était le plus long côté, quel était celui à mettre tout seul dans l'égalité, mais ne l'écrivez pas au début sur votre copie. Il faut absolument l'avoir prouvé par le calcul pour l'écrire. Troisième question, ensuite, calculer la longueur FG. FG qui est ici. On a des E, trouver FG. On nous dit dans l'énoncé que FG est parallèle à la droite des E. Théorème de Thalès, justement. Donc, on écrit les conditions du théorème de Thalès. Les points A, F, D et A, G, E sont alignés dans cet ordre. En fait, on décrit la figure à travers ces conditions. Les droites FG et DE sont parallèles. Je rappelle, on ne mélange pas les symboles et les phrases. On n'écrit pas sont parallèles avec les symboles parallèles. Soit vous écrivez complètement avec la notation FG parallèle à DE avec les deux slash, soit vous faites une phrase. Là, dans la rédaction, honnêtement, faites des phrases, n'allez pas vous embêter. Une fois qu'on a ces deux conditions qui décrivent donc la figure, qu'on est dans une configuration de Thalès, justement, configuration classique d'ailleurs, pas celle en papillon, que vous avez pu voir dans le cours, on cite le théorème de Thalès, vous connaissez son nom, citez-le, voilà, selon le théorème de Thalès. Donc selon le théorème de Thalès, on a un rapport de longueur entre les longueurs de notre petit triangle et ceux de notre grand triangle. Alors, on va essayer de les mettre en couleur pour que ce soit un peu plus agréable. Hop, voilà, je vais vous faire un nouveau fichier. Je vais le mettre au centre de l'écran. Et on va repasser. Donc je repasse en bleu les couleurs de mon petit triangle, ici, ouais, que vous pouvez voir. Et je vais mettre en rouge, ah mince non, en bleu, voilà. Et en rouge, je vais repasser un peu plus loin, les côtés de mon grand triangle. Voilà, parce que le théorème de Thalès, c'est une homothétie, c'est un agrandissement en réduction. On agrandit le petit triangle pour obtenir le grand, ou si on fait une réduction, on fait en sens inverse. Voilà, c'est quand même un peu plus beau. Donc, sur le coup, qu'est-ce qu'on obtient comme égalité de Thalès? Eh bien, on va faire, comme je vous l'ai dit, les longueurs, par exemple, du petit côté sur ceux du grand côté. Mais il faut observer, justement, quel est le rapport entre le petit et le grand triangle. Je m'explique. On a AG, qui est un côté du petit triangle. Qu'est-il devenu une fois que le triangle s'agrandit? Quand il s'agrandit, AG va devenir AE. Hop. Donc on aura AG sur AE. Voilà, je mets mon petit trait de fraction. Qui sera égal, donc, hop, égal. Et bien je vais faire la même chose avec les autres côtés. Je prends par exemple AF. Voilà. Donc je note AF. Et je me demande
que va devenir AF une fois que le triangle sera agrandi? AF, j'agrandis mon triangle, hop, va devenir AD. Côté gauche. Ah, AD, j'aurais dû mettre en rouge. Voilà. Je peux montrer de fraction. Égal. Ensuite, donc, c'est un triangle, 3 côtés, donc 3 fractions. FG, FG, hop, qui est en bleu, hop, qui va devenir le côté, vous avez deviné, FG va devenir DE, une fois agrandi. Hop, je rajoute. Voilà. Personnellement, j'aime bien mettre de la couleur. Pourquoi? Comme ça, on peut vérifier à la fin si on n'a pas mélangé l'ordre des fractions, parce que vous voyez que vous devez obtenir normalement les longueurs en bleu d'un côté, en rouge de l'autre. Vous avez le droit de faire complètement l'inverse. Ça veut dire d'avoir toutes les longueurs rouges en haut et les longueurs bleues en dessous. Hein, c'est absolument pas un problème là-dessus. Voilà, donc je vais le rajouter. Hop, selon le théorème de Thalès, on a l'égalité. Alors moi, il faut que j'insère une formule avec nos fractions. Voilà. Donc, j'ai dit AG sur AE est égal à AF sur AD qui est égal à FG sur DE. Voilà. Ensuite, que faire avec cette égalité de fractions? Vous voyez la figure, il y a énormément de longueurs. Remplacez toutes les longueurs que vous connaissez, justement. D'où l'intérêt d'avoir posé ça sur la figure, parce que si vous devez aller rechercher dans le texte combien fait AD, combien fait AG, justement, alors qu'il y a des longueurs qu'on ne connaît pas, comme c'est le but de la question, hein, c'est trouver FG, justement, vous allez vite être vous mélanger, être perdu, pris au dépourvu, alors que si tout est sur la figure, normalement, c'est bien plus simple. Alors, je réécris et je vais remplacer directement. AG, on a dit au début, je ne le connais pas. Très bien, je laisse AG. Voilà, c'est pas un problème. AE, je le connais, AE fait 4,2. Ensuite, AF, 2,5. AD fait 7 cm. FG, je ne le connais pas, c'est normal, c'est la question. Trouvez FG. Et DE fait 5,6 cm. Voilà. Étant donné qu'on cherche uniquement FG, voilà, on ne va garder que ces deux fractions. Pourquoi? Tout simplement, voilà, je garde la fraction avec FG, vu que je cherche à le trouver, et la fraction où je connais tout. Voilà, ça va me permettre de faire le produit en croix, voilà, pour trouver cette longueur FG. Voilà, donc je ne garde que ces deux fractions. Donc produit en croix, je rappelle, égalité des produits en croix, ou quatrième proportionnel comme certains l'appellent aussi. Donc produit, c'est une multiplication, on va multiplier en croix, donc on va faire 2,5 fois 5,6. Chercher mon petit fois 5,6 et divisé par 7. Ah, pourquoi il m'écrit? Ah, il m'écrit une fraction à la place du divisé. Ouais. Alors, je vais mettre le 7 en dessous et je vais mettre le 2,5 fois 5,6 en haut. Ah, excusez-moi pour ce petit moment de mise en page. Voilà. Et une fois que j'ai écrit le calcul à effectuer, hop, je vais chercher calculatrice. 2,5 fois 5,6 divisé par 7, 2 cm. Pensez à mettre l'unité, hein, bien sûr. Voilà pour ce deuxième exercice. Poursuivons. Troisième exercice, les probabilités.
exercice 3, s'y prépare. Lisons-le. Deux urnes contiennent des boules numérotées indiscernables au toucher. Indiscernable au toucher, ça veut dire que donc on est dans une situation qui relève du hasard. On ne pourra pas tricher en allant voir si une boule est plus petite que l'autre, dans tous les cas. Le schéma ci-contre représente le contenu de chacune des urnes. On forme un nombre entier à deux chiffres en tirant au hasard une boule dans chaque urne. Le chiffre des dizaines est le numéro de la boule issue de l'urne D, des dizaines. Donc là, on aura notre chiffre des dizaines. Le chiffre des unités, c'est le numéro de la boule issue de l'urne en U. Donc là, on va tirer le chiffre des unités. Remarquez, il n'y a pas 9 boules, même 10, il n'y a pas de 0 non plus. Il n'y a pas tous les chiffres dans l'urne, il n'y en a vraiment que quelques-uns. Exemple, en tirant un 1 dans l'urne 2 et un 5 dans l'urne 1, on forme le 15. 1, 5, 1 suivi d'un 5. Très bien. A-t-on plus de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair? Tout simplement, il suffit d'énumérer. Voilà. On va énumérer combien de chances on a, combien de nombres pairs on peut obtenir, combien de nombres impairs on peut obtenir dans chacun des cas. Donc, pour les nombres pairs, on peut obtenir donc les nombres pairs qui sont les nombres, je rappelle, qui finissent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc là, on va s'intéresser qu'aux combinaisons où ça se termine par un 2 et un 6. Avec 5 et 3, ce seront des nombres impairs. Donc, si je commence en dizaine avec un 1, on aura 12 et 16. Dizaine avec un 2, 22, 26. Et dizaine avec un 3, 32, 36. Ensuite, en nombre impair, on peut obtenir, comme il y en a plusieurs, bien entendu, là, je refais le même processus, justement, 13 et 15, 23, 25, ou 33 et 35. Voilà, si je tire un 2 et un 3, ça fait 23. Si je tire un 3 et un 5, ça fait 35, etc. Bon, on compte, il y a 6 nombres pairs, 6 nombres impairs, donc on a autant de chances de tirer un nombre pair qu'un nombre impair, justement. Hop. Il y a 6 combinaisons pour former un nombre pair et 6 combinaisons pour former un nombre impair. Je vais mettre un point. Sachez faire des phrases courtes. Nous avons autant de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair. Voilà pour cette première question. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à énumérer quelles sont les issues possibles. Une issue, je rappelle, c'est le résultat de notre expérience. Voilà, vous énumérez toutes les possibilités et après vous comptez combien vous avez de possibilités dans chacun des cas. Sans justifier, indiquez les nombres premiers qu'on peut former lors de cette expérience. Alors, même si on vous dit sans justifier, ben voilà, il faut les trouver, quand même, les nombres premiers qu'on peut faire avec cette expérience. Étant donné que donc on a deux urnes, on a forcément un nombre à deux chiffres. Donc en nombre premier, on peut laisser tomber 2, 3, 5, 7, on ne les trouvera pas. Je rappelle ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc je précise que 1 n'est pas un nombre premier parce que 1 n'a qu'un seul diviseur, qui est lui-même. Il en faut bien 2 dans la définition d'un nombre premier. Donc ici, quels sont les nombres premiers qu'on peut former? Essayez d'être astucieux. Voilà, comme je vous l'ai dit, il faut que deux diviseurs, 1 et lui-même. Ça veut dire, par exemple, je prends 17. 17, ça s'écrit 1 fois 17. Ça n'a pas d'autre décomposition possible. Alors que le 15 s'écrit 1 fois 15, donc il y a bien 1 et 15 comme diviseurs, mais il peut aussi s'écrire 5 fois 3. Donc 5 est un diviseur de 15 et 3 est un diviseur de 15 aussi. Voilà.
Donc on ne cherche que les possibilités, comme le 17, où on peut écrire 1 fois 17 et on n'a pas d'autres décompositions possibles en produit. Alors, recherchons. Donc, dans l'urne en U, vous voyez, donc, si je tire un 2, que j'obtiens 12, 22 ou 32, c'est un nombre pair, je peux le diviser par 2. Donc, si je peux le diviser par 2, ce n'est pas un nombre premier. Si je tire un 6, en obtenant 16, 26 ou 36, là aussi, je peux le diviser par 2. Ça reste un nombre pair. Donc, voilà, on n'obtiendra pas de nombre premier en tirant un 2 et un 6 dans l'urne en U. Si je tire un 5 sur l'urne en U, je vais avoir 15, 25, 35. 15, 25 et 35 ne sont pas des nombres premiers. Pourquoi? Ils sont dans la table de 5 aussi, hein, on peut l'écrire chaque fois 5 fois quelque chose. 15, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 5 fois 3, 25, 5 fois 5, et 35, 5 fois 7. Donc, avec le 5, je ne formerai pas non plus de nombres premiers. Il n'y a qu'avec le 3, donc, où je pourrais former des nombres premiers. Donc, regardons, avec le 3, je peux former 13, 23 et 33. 13, c'est bien 1 fois 13, il n'y a pas d'autre décomposition possible, donc 13 est un nombre premier. Premier, je vais écrire possible, hein, avec ça. 23, 23, je ne peux écrire que 1 fois 23. Pareil, hein, 23 n'est dans aucune table, justement, donc, à part la table de 1, bien entendu. Hein, donc c'est bien un nombre premier. Par contre, 33, 33, je vous rappelle, c'est 3 fois 11. Donc, 3 est un diviseur de 33, 11 est un diviseur de 33. 33 n'est pas un nombre premier parce qu'il n'a pas que 2 diviseurs. Voilà. Donc les seuls nombres premiers possibles qu'on peut écrire sont donc 13 et 23. Ça, c'était le de petit a. Ensuite, de petit b. Hop, petit espace, on va enlever. Montrer que la probabilité de former un nombre premier est égale à 1 sur 6. Justement. Donc, alors, pour ça, il faut se demander, voilà, on a vu qu'il y avait deux solutions possibles, 13 et 23, mais sur combien? Combien y a-t-il de possibilités? Combien peut-on faire de nombres avec cette urne D et cette urne U, avec les boules qu'il y a à l'intérieur? Et bien ça, on l'a déjà vu à la première question. Et oui, à la première question, on a numéré tous les nombres pairs et impairs, donc tous les nombres en fait, qu'on peut former avec ces deux urnes. Donc il suffit de réunir ces deux listes, on les voit bien. Bon, hop, voilà. Donc au total, je peux former 6 plus 6, je peux former 12 combinaisons possibles. Donc la probabilité de former un nombre premier, elle est égale, je vais insérer pour faire sous forme de fraction, ça va être quand même beaucoup mieux. Elle est de 2, parce que j'ai voilà, j'ai deux nombres premiers possibles, 2 sur 12. Voilà. Mais vous allez me dire, la question nous demandait 1 sur 6. Comment passer de 2 sur 12 à 1 sur 6? Eh bien, il suffit de diviser par 2 au numérateur et au dénominateur. On peut simplifier une fraction en divisant justement par un même nombre, le numérateur et le dénominateur. Donc, si le 2, je le divise par 2 et que le 12, je le divise par 2 aussi, j'obtiens donc ma fraction 1 sur 6. Voilà pour cette deuxième question de l'exercice 3. Ensuite, dernière question, définir un événement dont la probabilité de réalisation est égale à 1 sur 3. Alors, le 1 sur 3 peut un peu gêner au début. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que 3 issues possibles. On vient de le dire, il y en a 12. Donc, un conseil, transformez le 1 sur 3 en sur 12 pour avoir le nombre de cas que vous devrez obtenir. Comment transformer le 1 sur 3 en sur 12? Pour passer de 3 à 12, je rappelle, je viens de le dire, on peut diviser ou multiplier par un même nombre le numérateur et le dénominateur, ça ne change pas la valeur de la fraction. Comment passer de 3 à 12? 3 fois 4, 12. Donc il faut multiplier par 4 le dénominateur pour passer de 3 à 12. Attention, si on multiplie par 4 en bas le dénominateur, il faut multiplier par 4 aussi
le numérateur. Voilà. Et donc, 1 tiers, 1 sur 3, est égal, en fait, à aussi 4 sur 12. Voilà. Donc, on va chercher un événement qui a 4 possibilités de se réaliser, 4 chances de se réaliser sur ces 12. Voilà. Alors, comment faire pour en avoir que 4 dans ces deux listes, justement? Alors là, il y en a un qui me vient assez rapidement. On pourrait prendre l'événement obtenir 1 comme chiffre des dizaines, par exemple. Ou obtenir 2 comme chiffre des dizaines, ou même obtenir 3. Voilà, ce sont des événements où il n'y a en effet que 4 possibilités de l'obtenir. Voilà. On va se noter ceci. Donc, définir un événement. Hop. L'événement, on met entre guillemets, obtenir un nombre. Ah bah tiens, on peut même mettre entre 10 et 20, par exemple. Un nombre, au lieu d'écrire obtenir un nombre qui a pour chiffre des dizaines 1. Obtenir un nombre entre, voilà, même 10 et 19. Voilà, j'aurais pu mettre 10 et 20, 20 n'est pas une possibilité. Nombre entre 10 et 19 a une probabilité de réalisation égale à 1 sur 3. Et voilà, c'est tout pour cet exercice de probabilité qui est l'exercice 3. Passons à la suite. Exercice 4. Exercice 4 sur Scratch. Voilà, aucune justification n'est attendue dans cet exercice. On travaille sur un programme qu'on nous donne ici. On rappelle que l'instruction s'orienter à 90 degrés signifie qu'on va se diriger vers la droite. Alors, voilà, c'est vers la droite. Oui, parce que pour moi, c'est inversé avec la caméra. Donc, quand le drapeau est cliqué, aller à telle position, donc ça va nous positionner sur la gauche de l'écran, s'orienter à 90 degrés, il va s'orienter vers la droite, effacer tout, d'accord, comme ça on reset tout ce qui a pu être fait précédemment, mettre la taille du stylo à 1, donc pour l'instant, tout ça, ce sont des paramètres, on va dire, d'initialisation. Hein. Le lutin n'a pas bougé pendant cette phase-là, hein. Même la suite, mettre côté à 40, c'est une valeur dans un coin, justement, qui sera à 40, simplement. Répéter 4 fois. Carré, on va voir ce que c'est à côté, et avancer de côté, ensuite ajouter côté à 20. On va décomposer tout ça, on va aller voir. Carré, définir le carré. Bon, ça va être construire un carré. Donc pour construire le carré, il place le stylo en position d'écriture, justement, et on va répéter 4 fois, on va avancer, tourner de 90 degrés, avancer, tourner de 90 degrés, avancer, tourner de 90 degrés, avancer, et retourner de 90 degrés pour être de nouveau orienté dans la même direction qu'au départ. Très bien. Donc une fois qu'on aura construit ce carré, on va avancer de la longueur du côté du carré, et après ajouter 20 avant de répéter, de refaire un autre carré. Il obtient le dessin ci-contre. Donc c'est ça. Il forme ce carré. Hop, suivez la souris. Il est orienté vers la droite. Il avance de côté pour que le point de départ du deuxième carré soit à l'extrémité du premier. On a ajouté 20, donc le deuxième carré est 20 plus grand, on passe de 40 à 60. On forme un carré, on avance de côté, donc là encore, on se retrouve à la fin du premier, et on reforme un carré. Hop. Et ensuite, on avance de côté avant de former le dernier carré, parce que c'est répété 4 fois. Si certains veulent voir le programme, où est-ce qu'il est? Je crois que je l'avais préparé. Voilà, ici. J'appuie sur le bouton vert. Alors j'ai mis des attendre une seconde pour qu'on voit se décomposer le mouvement, justement. Donc là, hop, on avance de côté,
on a ajouté 20, donc on est passé, vous voyez, de 40 à 60. On reforme le carré. On retourne, hop, on ravance de côté, et là, on reforme le carré, avançant de côté. J'ai dû ajouter des attentes d'une seconde, sinon le programme le crée instantanément. Voilà, je peux supprimer. Alors, regardons ces questions, parce que là, on a juste étudié le programme, il n'y a eu aucune question. D'après le script principal, quelle est la longueur du côté du plus petit carré dessiné? Ici. Bah, le premier côté était à 40, on a mis le côté du carré à 40, donc la longueur du côté du plus petit carré est de 40. Exercice 4, première question. Donc la longueur du côté du plus petit carré dessiné est de 40. 40 pas, 40 pixels, ça dépend des énoncés. Voilà, on peut mettre 40, tout simplement. Ensuite, d'après le script principal, attendez, c'est une question petit b. Quelle est la longueur du côté du plus grand carré dessiné? Alors, si le premier était à 40, le deuxième, on a ajouté 20, on est à 60. Le troisième, on a encore ajouté 20, 80. Et enfin, pour le quatrième, on a encore ajouté 20, 100. Voilà. Donc, la longueur du côté du plus grand carré dessiné est de 100. Voilà. Je vais passer sur une deuxième page. Voilà, ce sera mieux. Deuxième question. Dans le script principal, peut-on insérer l'inscription ajouter 2 à la taille du stylo de façon à obtenir le dessin ci-contre? Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, à chaque fois qu'on refait un nouveau carré, le trait est un peu plus épais. Donc c'est ça, ce ajouter 2 à la taille du stylo, c'est rendre ce trait plus épais. Donc on peut voir que donc à chaque fois, le carré suivant a en effet gagné en épaisseur. Où peut-on placer là-dedans, parce que c'est voilà, le même script? Non, il y a une petite différence, c'est ajouter côté à 30. Regarde, je vais revenir ici. Où peut-on augmenter cette taille du stylo, bien entendu? Alors, ça ne sera pas à l'intérieur du carré, hein, comme le carré à chaque fois une mesure, on va dire, uniforme. Hein, on ne va pas changer au fur et à mesure alors qu'on est en train de tracer le carré. Le avancer de côté, lui aussi est inchangé. Pourquoi? Parce que, vous voyez, une fois qu'on a fini de construire le premier carré, on est ici, à cet emplacement en bas à gauche, et on avance de côté. Le trait n'est pas devenu plus large quand on a avancé de ce côté. Justement. Quoique, étant donné qu'on relève le stylo à la fin, oui, on pourrait, voilà, c'est normal que ça n'aurait pas de tracé. Donc, en effet, cette inscription d'augmenter la taille du stylo, vous pouvez la placer soit avant, soit après le ajouter à côté 20, justement, ou même après le carré, ça marcherait étant donné qu'on a relevé le stylo avant d'avancer de ce côté. Donc voilà, donc soit à cet emplacement après le carré, soit après le avancer de côté, soit après le ajouter à côté 20. Voilà, 3 emplacements possibles pour cette inscription. Où peut-on insérer? Alors normalement, vous avez un nombre de lignes. On va compter les lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on peut insérer cette commande après la ligne, après la ligne 9. Par exemple, là, je rappelle, vous avez le choix après la ligne 8, 9 ou 10. Donc là, plusieurs réponses de possibles. Troisième question. On modifie maintenant le script principal pour obtenir celui qui est présenté ci-contre, donc à côté. Parmi ces dessins ci-dessous, lequel obtient-on? Donc la seule chose qui a changé entre les deux, c'est au lieu d'avancer de côté, on avance de côté plus 30. Donc, d'où le fait que, après avoir terminé
le carré, regardez bien ma souris, hein, je suis sur le dessin 2, on avance de côté, et après on rajoute 30 avant de commencer un deuxième carré lorsqu'on répète. Hein, on a tracé le carré, on avance de côté, et on rajoute 30. D'où le fait que l'espace entre les carrés, lui, reste inchangé à chaque fois. Donc la question maintenant qu'on se pose, on est sûr que ça reste aligné. C'est pas le dessin 1, justement. Vu que le point de départ voilà, est aligné, on a été dans une seule direction. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le trait apparaît ou pas entre les carrés? Ben, je vous rappelle, on a vu que à la fin de définir le carré, il y avait un relevé de stylo. Ça veut dire, hop, je reprends mon stylo, ça veut dire que vous avez dessiné votre carré, hop, vous relevez le stylo et vous le déplacez en avançant de côté, plus 30. Après, vous remettez le stylo en position d'écriture, vous refaites un autre carré. Donc il s'agit de ce dessin 3, étant donné qu'on a relevé le stylo après avoir complété le carré. On obtient le dessin 3. Est-ce qu'il y a une question ensuite? Non, pas de question ensuite. C'est la fin de notre exercice sur Scratch. Donc vous voyez, là, il n'y avait aucune justification. Regardez la taille de l'exercice en termes de réponse, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas énormément réfléchi dessus, qu'on n'a pas analysé le programme. Voilà. Sur ce, justement, non, je vais finir, je vais faire un dernier exercice. Allez, je vais faire un dernier exercice. C'est pas grave, je viens de remarquer que ça fait presque 1 heure qu'on est dessus. Hein, justement, ça prend du temps parce que je vous l'explique. Hein, je vous rassure, normalement, vous irez vous beaucoup plus vite à l'écrit. Mais après, vous avez 2 heures pour le brevet. Il y a du temps de relecture de prévu. Exercice 5. Gaspard travaille avec un logiciel de géométrie dynamique pour construire une frise. Il a construit un triangle ABC, isocèle en C, ce motif 1, d'accord. Puis il a obtenu le losange ACBD, ce motif 2, et voici les captures d'écran de son travail. Bon. Préciser une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2. Bon. Là, simplement, on a fait une symétrie axiale, justement, pour passer de ce triangle-là à cette figure, justement. Ou, autre idée, un peu plus, on va dire, recherchée, si vous placez le milieu de AB, vous pouvez faire une symétrie centrale. Symétrie centrale, je rappelle, c'est un demi-tour, justement. Donc, soit on a effectué une symétrie axiale suivant l'axe AB, la droite AB, hein, soit on place le milieu de AB et on a fait une symétrie centrale de centre, le milieu de AB. On va placer la première, voilà, étant donné qu'on n'a pas nommé le point qui est au milieu. Alors, pour obtenir le motif 2 à partir du motif 1, nous avons effectué une symétrie axiale d'axe AB. Voilà, tout simplement. Le 2. Une fois le motif 2 construit, Gaspard a appliqué à plusieurs reprises une translation. Translation, je rappelle, on déplace dans un sens, justement, quel que soit le sens. Mais en tout cas, on ne va pas tourner la figure, on ne va pas l'agrandir ou la rétrécir. Hein, uniquement, on la déplace dans une seule direction, un seul sens et suivant une longueur donnée. Il obtient ainsi la frise ci-dessous. Donc on a notre losange ACBD. De préciser de quelle translation il s'agit. Donc il faut dire le point de départ, le point d'arrivée. Donc là, on s'est dirigé en bas, on va dire en direction en bas à droite, suivant quelle droite? Suivant cette droite CB ou AD. Donc on peut dire qu'on a fait une translation qui transforme le point C en B, ou même on peut aussi faire qui transforme le point A en D, l'un ou l'autre.
Donc, il s'agit de la translation transformant le point C en B ou le point A en D. Là, je l'écris pour la correction, hein. Une seule réponse était attendue, justement. Voilà, on va pas s'attaquer au problème ce soir, hein. Je vous le ferai dans une deuxième partie, dans une autre vidéo. J'espère en tout cas que ceci vous aura aidé et permis de réviser davantage votre brevet, hein. N'hésitez pas à faire des exercices, à en refaire, justement pour vous exercer au mieux, hein, parce qu'il n'y a pas de secret, honnêtement. C'est l'entraînement qui nous fait nous améliorer. Voilà. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, même si, bon, personnellement, je ne vais pas aller regarder le nombre. Et bien entendu, à la repasser en mettant des pauses, comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous exercer sur ce sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.